Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et oui, nous sommes même là un lundi de Pâques. Donc on vous salue, on vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. C'est en direct, voilà, on est en direct. Et aujourd'hui, on va parler politique, on va parler élections, politique nationale, internationale aussi. Et pour ça, on reçoit un invité prestige, toujours d'ailleurs prestige, mais là, plus que d'habitude, parce que je suis vraiment très content de l'avoir, parce que ça fait des années que je le connais, et c'est la première fois que je le reçois en plateau et en interview. C'est Paul-Marie Coutot. Bonjour, cher Paul-Marie. Bonjour, bonsoir. On peut dire voilà, que vous êtes quand même une figure du souverainisme, et moi, ça me fait plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Je connaissais les succès de Géopolitique Profonde, mais je vois qu'ils sont très mérités. Bah, c'est gentil. On va parler ensemble politique, parce qu'il faut dire une chose, c'est pas folichon quand souverainiste. Sujet, si vous voulez. Non, mais politique, parce que les Européennes arrivent. Oui, il ne faut pas accorder trop d'importance à ces élections. Je suis étonné parce que j'ai l'impression que cette fois-ci, les passions sont parties presque déchaînées. Enfin, elles sont vives plutôt qu'à l'accoutumée, je crois. Nous sommes encore tout de même à plus de 2 mois de l'échéance. En général, les Français s'aperçoivent qu'1 jour ou 3 semaines avant qu'il y a des élections. Là, c'est un petit peu anticipé. Peut-être parce que les Français veulent en découdre avec Emmanuel Macron et ses sbires et tout ce qu'il représente. Et puis, il n'y a pas eu d'élection depuis 2 ans, mis à part des sénatoriales qui sont passées un peu inaperçues. Donc, il y a un appétit. Je ne sais pas si je vais conforter mon premier sentiment, qui, je peux l'avouer, entre vous et moi, nous connaissons depuis longtemps, mon premier sentiment était de m'abstenir et d'appeler à l'abstention. Vous m'avez dit, c'est un peu un piège à con, les élections. Oui, j'ai déjà chanté ça au 19e siècle. Mais, parce que je fais de la politique depuis très longtemps maintenant. Cela étant, il faut poser d'abord que ces élections ne changeront rien quand on court de l'Union européenne, quelle que soit la composition du gouvernement, attendu que le gouvernement n'a pas de poids, le Parlement européen. J'y ai siégé 10 ans, je sais qu'il n'a aucun poids, sauf sur des queues de cerises. Et d'ailleurs, la Commission européenne qui mène le bal n'est elle-même pas tout à fait indépendante vis-à-vis des oligarchies extérieures, supranationales. Donc l'enjeu est mince et j'ai peur. C'est pourquoi je demande aux Français d'examiner ce qu'ils font avant d'aller voter. Peut-être est-ce mieux d'aller à la pêche ou aller se baigner, ou de lire des livres. Il n'est pas si mince symboliquement. En fait. Parce que c'est tout de même habillé de démocratie une entreprise, je le voyais déjà il y a 20 ans quand j'étais député, qui vire au totalitarisme pur et simple. Alors est-ce qu'on a intérêt à donner à entendre qu'il y a une apparence démocratique à ce qui est purement et simplement une entreprise totalitaire ? Je pense que aller voter, c'est d'être dupe d'un jeu, de toute façon, d'un jeu fait contre nous. Alors, on va parler de ça, cher Paul-Marie Coutot, mais avant, je vais présenter tous les intervenants plateau qui sont à vos côtés. Alors, d'abord, à votre droite, Lara Stam de Radio Courtoisie. Bonjour, chère Lara, comment ça va ? Nicolas, ça va très bien. Non, c'est Mike. Nicolas, c'est un autre, c'est pas moi. Ne vous trompez pas. Pas des Nicolas. Voilà. Bonsoir Mike, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait toujours très plaisir. Ben moi aussi, ça me fait très plaisir. Donc tous les samedis matins, le Libre Journal, Radio Courtoisie, Libre Journal de Géopolitique Profonde, voilà. On est et la radio et YouTube. Voilà, avec une revue de presse qui a maintenant son succès. Que vous faites merveilleusement. Voilà, à devoir, voilà, justement avec Nicolas. Bon, j'espère avoir votre avis sur ces élections, parce que je crois que votre avis n'est pas le même que celui de Paul-Marie Coutot. Eh ben, je vous le réserve en exclusivité. Merci beaucoup, chère Lara. François Martin, géopoliticien, il a écrit « L'Ukraine, un basculement du monde ». Bonjour, cher François. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien depuis... Moi, ça me fait très plaisir de vous voir. Ça fait 10 jours qu'on s'est vus. Et voilà. C'est pas parce que c'est le 1er avril que ça sera de la frime, mais ça sera au contraire, je pense, quelque chose de sérieux qu'on va faire. Bah oui, sérieux. Comme et puis, tout ce que fait cette superbe... Et puis, en tant que gaulliste... superbe chaîne, oui. Ah bah c'est gentil. Mais en tant que gaulliste, j'imagine que vous avez un avis sur ces élections et sur l'Union européenne. Ah bah bien sûr.
Donc on va en parler. On va en parler tous largement. ensemble. Ouais, ouais, Et absolument. enfin, Philippe Herlin, économiste star à la cravate or, spécialiste du Bitcoin. Comment ça va, cher Philippe? Ça va, en forme, toujours là. Même un jour férié. Même un jour férié. C'est les cadences infernales à GPTV, mais Ouais. je viens quand même. Mike ne s'arrête jamais. C'est un peu l'esclavage ici. On fait travailler Osez tout le pas monde le dire. comme un jour normal, quoi. Voilà. La chronique, ça La va porter chronique, sur quoi? c'est le fait que la Banque de France possède une part de la dette de l'État. Et je vais expliquer pourquoi et quelles sont les conséquences. Eh ben, on va en discuter. Merci beaucoup, cher Philippe. Alors, le grand entretien avec Paul-Marie Couteau. Enfin, ce que vous avez dit, cher Paul-Marie, c'est quand même, en tant que gaulliste historique, c'est quand même surprenant. Vous vous trompez un peu là, cher Mike, parce que le général de Gaulle était absolument opposé à l'élection des membres de ce qui s'appelait alors l'Assemblée de Strasbourg. Oui, des membres de Au Strasbourg, mais suffrage pas universel. l'élection en elle-même, parce que là, on est dans une élection qui... Alors comment- écoutez, j'ai plusieurs choses à vous dire. Allez-y. D'abord, l'histoire ne s'est pas faite à coup d'élection. On s'amuse beaucoup avec les élections. Ça n'empêche pas ce pays, d'élection en élection, de sombrer dans le précipice. On peut dire que le pays s'est construit pendant des siècles sans élection, il se détruit avec les élections. Donc j'ai de toute façon un a priori contre les élections. Au risque de vous choquer, je dirais le fond de ma pensée pour vous, je pense que vous aimez autant. Deuxièmement, le général de Gaulle et les élections, ça n'est pas une lune de miel. Le général de Gaulle est arrivé pour la première fois au pouvoir, ce qui fut un semblant de pouvoir, le tronçon de l'épée. Même un moignon, on pourrait dire, le 18 juin 40, c'était un coup d'État. Et il est revenu au pouvoir en 58 par un autre coup d'État. Et puis la première fois que le général de Gaulle s'est présenté à des élections, c'était en 1965. Ça s'est pas très bien passé. Il n'a pas joué le jeu du premier tour, il n'a même pas fait campagne, parce que c'était... Encore une fois, il faut avoir beaucoup de précautions vis-à-vis des élections. Je ne suis pas tout à fait contre. Par parenthèse, on a toujours voté, mais pour des élections secondaires en France, y compris sous l'Ancien Régime. Sous la monarchie, personne ne le sait, mais les Français votaient souvent. Oui, oui. Et d'ailleurs, même les femmes votaient. Enfin, elles votaient quand le mari était à la guerre ou mort. Mais enfin, vous voyez, il y a une mesure de l'élection. Et je ne dis pas qu'il faille les récuser. Mais il ne faut pas non plus en faire cette espèce de religion qui mobilise toute la classe politique. On a un exemple, c'est le Front National qui n'a jamais rien fait d'autre que des élections et qui finalement n'aboutira jamais à rien. Parce que s'il n'y a pas de réflexion derrière... Vous pensez qu'ils ne prendront pas le pouvoir? Bah, j'espère bien que non, parce que s'ils prennent le pouvoir, c'est sur ordre des oligarchies pour foutre la France en l'air, pour avoir un bon prétexte, mais j'y reviendrai peut-être, de dire « Ah, vous voyez, la France est dirigée par l'extrême droite ». Les Américains adorent ça, ils aiment toujours voir... ils ont soutenu Pétain, ils ont, avec leur opération Paxton, ils sont revenus sur l'idée que la France était un vieux pays catholique, monarchiste et antidémocratique. Ils aiment beaucoup l'habiller sous ces oripeaux-là, et évidemment, le Front National, maintenant Rassemblement National, donnerait un prétexte aux États-Unis et aux oligarques mondiaux pour supprimer notre force de frappe, grignoter nos dom-toms, faire litière de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Si Marine Le Pen ou quiconque de ce genre, dans l'impréparation dans laquelle elle est, je n'ai pas toujours pensé ça. J'ai pensé qu'on pouvait en faire quelque chose de Marine Le Pen. Ça a duré... Là, vous n'avez plus d'espoir envers elle. Oh, ça a duré 2 ans ou 2 ans et demi. J'ai compris à qui j'ai affaire. Je peux vous raconter des anecdotes. Bah, allez-y, il faut raconter. Là, vous êtes là pour raconter. Hein. Oui, si vous voulez. Mais je craindrais qu'elle arrivât au pouvoir parce que ce serait une manière pour les oligarques mondiaux de se déchaîner contre la France. Et ce serait un coup de grâce. C'est-à-dire que ce serait pire, Madame Ah oui. Le Pen, que Ah oui. M. Édouard Philippe, par exemple? Écoutez, si vous voulez que je vous choque jusqu'au bout, ce serait même pire que Macron. Ah bon? Oui, Macron détruit le pays, mais à petits pas. À pas compter, il le détruit. Il arrive pas à pas. Mais avec Marine Le Pen, je pense que le pouvoir entre ses mains lui échapperait d'abord, aboutirait à des charivaris nettement alimentés par l'étranger, et il en sortirait très certainement en termes de 6 mois, c'est pas à pas, ou dans la première année, une déréliction à peu près complète des instruments de puissance qui restent à la France. Conséquemment, je
pense que ce serait un drame national, surtout dans l'état C'est-à-dire quoi, elle irait jusqu'à vendre la dissuasion nucléaire, Mais par on les exemple prendrait, tout simplement. Qu'est-ce que vous croyez qui dirige les États aujourd'hui? C'est pas les gouvernements. Bon. Pour en revenir aux élections, qui étaient le point de départ, pour ce qui est des élections européennes, je vous signale que beaucoup de gaullistes, dans les années 70, je vous reprendrai sur ce, puisque c'est vous, Mike, qui évoquez De Gaulle, sur ce point, beaucoup de caciques du gaullisme et puis du RPR refusaient l'élection au suffrage universel de l'Assemblée de Strasbourg, ce qu'on appelait l'Assemblée de Strasbourg, qui viendra du Parlement européen. Cela étant, j'ai mauvaise grâce à m'en tenir là, puisque j'ai été élu, et par 2 fois, en 1999 et en 2004, au Parlement européen. J'ai donc joué le jeu. Je pense que ça n'a pas servi à grand-chose, sauf en ce que ça a apporté des informations, parce que j'avais plus ou moins entré. C'est pas si simple, d'ailleurs. Mes entrées à la Commission européenne, c'est moi, par exemple, qui avais sorti, pendant le référendum sur la Constitution européenne, la circulaire Bolkestein. J'avais sorti dans une publication, j'ai la manie de diriger des revues ou des publications, chacun ses défauts, et j'avais sorti la circulaire Bolkestein. La Bolkestein qui devait enlever, détruire en tous les cas pour les travailleurs venus d'autres pays européens, toute protection sociale, en la diminuant, en la diminuant, et en ne reprenant que dans leur propre pays, quelquefois très rudimentaire, la protection sociale. Ça avait été utilisé par Philippe de Villiers, avec lequel j'avais été élu, et qui en avait fait toute une petite affaire. La gauche l'a repris, et on peut dire que, bon, là, de ce point de vue-là, j'ai été utile à mon pays, en ce que j'ai sorti une information qui, je crois, a compté dans le sort du référendum de 2005. Cela étant, ce référendum de 2005, il n'a servi à rien. Donc on est toujours refait, si vous voulez. Et il me semble, j'ai pas voulu prolonger mon mandat en 99 pour une raison que j'aurai à cœur d'expliquer plus tard, tout à l'heure, qui a quelque chose à voir avec l'Empire américain, qui mène le bal, je le répète. Donc, vous voyez, peut-être vous paraîtrai-je un peu radical, mais je ne fais pas du tout une religion de ces élections. Il est de notoriété publique, mais je crois que c'est sorti dans un journal, que j'ai fait ce que j'ai pu pour que... Pour qu'il y ait une union des souverainistes, en gros. Certains de mes amis, oui, Nicolas Dupont-Aignan, que je connais depuis 1986, que je connais de très longue date, qui est un ami, Jean-Frédéric Poisson, que je sers, puisque je suis membre du Parti chrétien-démocrate, qui s'appelle VIA maintenant, je suis même censé être son porte-parole, mais je dois dire ici que je ne suis pas le porte-parole de VIA du tout, mais je parle comme mon nom. Jean-Frédéric Poisson et Florian Philippot s'allient pour faire une union des souverainistes. J'avais eu espoir d'ailleurs de faire en sorte qu'Éric Zemmour nomme à la tête de la liste qu'il soutient une autre personnalité que Marion Maréchal, qui aurait pu être un élément de concorde. Pourquoi une autre personne que Marion Maréchal c'est pas la personne un peu qu'elle vend en poupe actuellement pour vous, elle ne représente pas ce que certains pensent? Écoutez, je la connais assez bien, et d'assez longue date aussi. Je connais un peu tout ce petit monde. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix. Je l'avais dit à Éric, d'ailleurs, il y a 2 ans, à Éric Zemmour, et à Guillaume Pelletier, je leur avais dit de ne pas faire cette erreur de propulser Marion Maréchal à la tête de cette liste. J'avais toutes sortes de raisons, inutiles d'y revenir. Mais vous voyez, ce que j'espérais, c'est une union. Comme d'habitude, j'aurais labouré ce pauvre territoire du souverainisme français pour faire en sorte que les égaux disparaissent derrière l'impératif d'une union des souverainistes. Je ne dis pas pour rien, puisque j'ai, on peut dire, implanté le mot, enfin exporté du Québec le mot souverainisme, que je trouvais très commode pour qu'on ne s'appelât pas anti-européen ou nationaliste, etc., un mot qui est plein d'équivoques. Il n'est pas nul, le mot nationalisme, il est très mal compris, et donc je trouvais que souverainisme allait mieux. Et je l'avais mis dans la bouche de Philippe Séguin, Charles Pasqua, dans mes propres ouvrages. À l'époque, j'avais le courage d'en écrire. Et Philippe de Villiers qui l'a repris assez noblement. Donc j'ai toujours essayé de faire en sorte que cette famille souverainiste soit unie.
Et je me casse les dents sans cesse sur les égos et les calculs politiciens sur ce que le général de Gaulle appelait les partis. Vous avez raison, mais d'où viennent ces égos? Parce que... d'où viennent les égos du péché originel, cher ami. Je sais bien, mais on a quand même des représentants qui, séparés, ne pèsent que 1, 2, allez, 3% au maximum. C'est pas moi qu'il faut le dire, c'est ma croix depuis des années. Comment vous l'expliquez, ça? Si je vous dis le péché originel, vous allez trouver que j'exagère. Mais voilà, il y a un vice dans la boîte, et là, pour le coup, je serai critique vis-à-vis du général de Gaulle, puisque vous en parlez, mon cher Mike. Je trouve que l'élection au suffrage universel du président de la République, réforme de 1962, a beaucoup modifié la façon, puis sont arrivés les médias, l'exposition médiatique, l'obsession d'aller à la télé. Ils sont tous fous pour aller à la télé. Bon, ils veulent tous leur petite marmite et faire flotter son drapeau sur la marmite. On a hyper personnalisé la vie politique française autour de quelques écuries dont les chefs se prétendaient présidentiables. Voilà, c'est un des aspects extrêmement délétères, à mon avis, de la réforme de 62. Je ne suis pas contre, au fond. Je ne sais pas ce qu'on peut... Enfin, si, je sais d'ailleurs ce qu'on peut mettre à la place. C'est un roi. Mais enfin, je ne dirai pas le fond de ma pensée. Enfin, je viens de le dire, mais je n'irai pas plus loin. C'était pas mal. Je voudrais une... Ça s'appelle la prétérition en rhétorique. Non, je pense qu'il faudrait à la tête de l'État une incarnation forte de l'intérêt national et mieux encore du bien commun qui soit une autorité impartiale. Les élections peuvent aller, évidemment, sont utiles pour les législatives ou les élections locales. Cela étant, la tête impartiale de l'État, de Gaulle l'a cherché, notamment justement en essayant de mettre en piste dans les années 60 le comte de Paris. Une des raisons d'ailleurs de cette réforme de 62, ça nous entraînerait trop loin, c'est qu'il avait à ce moment-là l'espoir, très vite déçu, n'est-ce pas, de par la complexion propre du comte de Paris, de mettre le dit comte de Paris en piste pour les élections de 65. Mais tout de suite, on est arrivé à une aporie. Ce chef de l'État qui devait être le chef de tous les Français, le président de tous les Français, a fini par n'être plus que le président d'une majorité au détriment d'une minorité quelquefois importante et qui ne se reconnaissait pas nécessairement en lui. Donc il est devenu chef d'un parti, si vous voulez. C'est exactement l'inverse de ce que voulait le général de Gaulle en 1958. Et la Constitution a été construite pour ça. Donc il y a une aporie, il y a un hiatus dès le début. Et je pense que ça explique en grande partie, outre la médiocrité générale des hommes politiques, hélas, trois fois hélas, y compris des souverainistes, qui sont souvent des personnalités médiocres, souvent, pas toujours, complètement excités par l'idée, encore une fois, de passer à la télé, d'avoir leur boutique. Puis c'est l'égoïsme qui est consubstantiel à la faute originelle. C'est-à-dire que nous ne savons pas dépasser nos égos et nos égoïsmes. C'est très difficile, c'est une ascèse chrétienne. Et la chrétienté a reflué, hélas, au bénéfice d'un intérêt supérieur qui transcende les intérêts je ne pensais pas que vous auriez ici en plateau la dent aussi dure envers j'en ai beaucoup à votre service. Et tiens, une personnalité dont on n'a pas parlé, c'est M. Asselineau. Est-ce que lui, par exemple, peut être le rassembleur, ou alors est-il qu'une sorte de diviseur? J'ai beaucoup d'amitié, d'admiration, de confiance en François Asselineau. Je veux dire qu'il était extrêmement cultivé. En 2017, de tous les candidats, il était avec François Fillon, que je soutenais, bien sûr. Enfin, bien sûr, je le soutenais. Le seul qui avait une véritable culture d'État. Vous voyez, ce que je reproche, Mike, à bien des gens qui font de la politique, c'est de n'avoir pas de culture d'État, de ne s'être pas frotté à la vie internationale, comme François Asselineau l'a fait, notamment en étant membre de plusieurs cabinets ministériels, notamment longuement du cabinet de ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est très formateur. Il a même dirigé des cabinets. Donc, il a une culture d'État. Il a rencontré un jour l'empereur du Japon, un autre jour le président chinois ou le président argentin.
il a une stature d'État qui manque à tant d'autres. Alors je ne veux pas dire, je connais mieux que quiconque la querelle qu'il y a entre les souverainistes, et notamment alors que je suis partisan du Frexit, et j'ai même écrit un livre en 2006 qui s'appelait « Sortir de l'Union européenne », donc je suis même un vieux patriarche de la sortie de l'Union européenne. J'avais publié ce livre en 2006 quand j'étais président du RIF avec Jean-Paul Bled et Alain Bournazel. Il y a évidemment la querelle, la concurrence avec Florian Philippot, que soutient le président de mon parti, Jean-Frédéric Poisson. Ils l'ont annoncé cette semaine, ils lancent leur campagne commune dans quelques jours. J'ai tout fait, mais je savais que c'était impossible pour faire en sorte qu'ils partent ensemble. Mais là aussi, il y a des inimitiés terribles. Je ne dis pas que Florian Philippot manque de qualité aussi. Je le connais, on s'est souvent opposé, notamment autour de Marine Le Pen. Je voulais que Marine Le Pen ait un certain jeu. Florian, un autre, il voulait jouer un jeu ni droite ni gauche, que Marine Le Pen a fini par entendre parce qu'elle correspondait à son sentiment intérieur. Mais le résultat, c'est qu'on a un paysage délabré. Voilà. Le souverainisme français, alors le mot a un certain succès au point qu'il ne veut plus dire grand-chose. J'aurais dû écrire un livre pour dire ce que c'était. C'est très précis pour moi, le souverainisme. C'est quoi, c'est l'union des droites? Ah non. Non. Alors là, soyons... je prends une gorgée d'eau. Allez-y. Le morceau est important. L'union de droite, je n'en fais pas une religion. Je constate simplement que la Ve République a adopté un mode de suffrage qui impose dans toutes les élections nationales, la présidentielle aussi bien que les législatives, un scrutin à 2 tours. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ainsi que les choses sont faites. Or, la gauche, avec cette espèce de réflexe de supériorité agaçante, stupéfiante, qui va vraiment très, très loin dans les esprits, pense toujours qu'elle est supérieure à la droite et que donc ils vont, leur chapelle ou leur parti ont une alliance naturelle. Donc au second tour, on a toujours affaire à une alliance peu ou prou de presque toutes les gauches. Il y en a un qui a réussi ça magnifiquement, par exemple, c'est François Mitterrand en 81, il avait tout compris. En face, on n'a jamais réussi à s'unir. Ce qui est à droite. Alors il faudrait revenir... Oui, il y a eu l'UMP aussi, qui a uni une partie de la droite. Eh oui. Il faudrait aussi revenir, mais je ne sais pas si on a le temps, parce que ça, c'est vraiment le fond des choses. Bah, allez-y. Il faut justement, c'est ça, géopolitique profonde, c'est de parler... C'est très agréable. Je n'ai pas l'habitude, mais je vous en remercie beaucoup. Je vous en remercie beaucoup. J'en fais pas non plus une religion, mais je pense que c'est de l'ordre... il y a un ordre multimillénaire qui s'ordonne entre ce que nous appelons la droite et la gauche. Je crois que ce sont vraiment 2 permanences qui répondent au tréfonds de l'esprit humain. Nous aimons tous, De Gaulle dit ça en 1965 à Michel Droit, nous aimons tous le progrès, en tous les cas le changement. Et nous aimons tous, et l'humanité oscille de l'un à l'autre, garder ce que nous aimons et ce que l'héritage que nous avons reçu en partage nous a fait aimer. Vous savez, cette querelle, elle est très ancienne. Elle prend son origine pour moi. J'ai souvent développé ça, et nous le faisons dans le Nouveau Conservateur, la revue que j'ai l'honneur de diriger, avec François Martin notamment. Dans un dialogue assez amusant entre Héraclite et Parménide, je ne sais pas si ça peut intéresser nos auditeurs, de revenir à ces considérations lointainement philosophiques, enfin précisément philosophiques. Héraclite avait une idée maîtresse, tout change, tout se transforme. Et il prenait pour exemple, on ne se baigne jamais dans la même eau. Parménide est un essentialiste. Ils sont mal vus, les essentialistes, par le monde moderne, parce qu'ils pensent qu'il y a des permanences. Une des grandes phrases de Parménide est « ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas ». C'est-à-dire, il postule l'idée d'essence. Et à l'image d'Héraclite, Parménide répond « Ah oui, on ne se baigne pas toujours dans le même eau, mais c'est toujours le même fleuve ». C'est-à-dire que, vous voyez, l'esprit humain oscille entre 2 regards sur le monde. Il y a ce qui change et qui est utile. Il est impossible de rester fixe. Et même en tous les cas, les apparences doivent changer.
Et puis, il y a ce qui demeure, il y a ce qu'il faut conserver. Et je crois que depuis 3 siècles, les forces du changement, ce qu'on a appelé le progrès avec 18 majuscules, qui en est devenu un système, le progressisme, a apporté beaucoup au début. Je pense qu'il fallait, il fallait que l'humanité, à un moment ou à un autre, en tous les cas la civilisation française, se régénère. Mais il y a aussi des moments où on va beaucoup trop loin avec Macron, avec le transhumanisme, parce que pour moi, Macron est un révolutionnaire transhumaniste, mais enfin, on peut y revenir. On va beaucoup trop loin jusqu'à changer l'homme. Et ça, il n'y a rien de plus impie, et c'est évidemment la source de tous les totalitarismes, et le progressisme est un totalitarisme. D'ailleurs, je voudrais instruire le mot conservateur, qui a été un peu perdu de vue, Oui, d'ailleurs, c'est vrai contre le totalitarisme. appeler ça conservateur, parce que souvent, les souverainistes, en tout cas que l'on connaît, Oui. ne sont pas conservateurs. Eh bien, si vous vous référez à ce que je viens de dire, le maintien de la souveraineté nationale et le maintien ou la conservation Oui, c'est de l'instrument ça. essentiel de Mais l'action parmi les politique. personnalités qui se présentent mais avec cette étiquette, ils se disent c'est pas, la même chose. conservateurs, mais je pense qu'ils peuvent l'être. Au moins, ils mettent l'accent sur le point principal de l'action politique, qui est une souveraineté, un État, une expression d'une nation et une souveraineté. C'est ce que j'ai appelé le souverainisme, je le résume, et puis c'est théorisé ensuite. Le souverainisme a 3 pieds. J'aurais dû écrire ce livre. Je l'ai commencé, puis je n'ai pas fini par aquabonisme, comme on disait. Parce que j'ai jamais pensé qu'on pouvait modifier le cours des temps, même avec la plume. Il y a la souveraineté, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est-à-dire le refus des hégémonies supranationales. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN, on voit très bien ce que peut vouloir dire c'est l'indépendance nationale, si vous voulez. Mais il y a aussi la deuxième souveraineté, qu'il faut penser ensemble, parce que c'est une dialectique, c'est la souveraineté de l'État en France, dans le corps politique national, vis-à-vis de ce qu'on a appelé longtemps les féodalités, qu'on appelle aujourd'hui les lobbies, les oligarchies, si vous voulez. Il y a aussi des oligarchies intérieures, de la finance, des syndicats, des partis, tout ce qui confisque le bien commun. Et la souveraineté et l'affirmation de l'autorité de l'État vis-à-vis de ce qu'on a appelé souvent, ce qui fut pendant très longtemps le problème des rois d'ailleurs, c'est-à-dire les grands féodaux. Bon, et puis quelquefois les puissances d'argent confèrent les Templiers, qu'il a fallu, heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs, brûler, parce qu'ils attentaient beaucoup à l'indépendance de l'État. Enfin, c'est pas très à la mode, on ne peut pas brûler certains personnages que l'on voit défiler, bien qu'ils le méritent. Ça serait pas si mal de Bien temps en qu'ils le temps. méritent. François, vous avez raison. Nous sommes devenus au fil du temps tellement mollassons qu'on n'ose pas assassiner les imbéciles. C'est sûr que ça On en dit des choses dans ce plateau. C'est sûr que ça passe à l'antenne. Mais en tout ça. tous les cas, assassiner les ennemis de l'État, comme l'a fit très bien, d'ailleurs très utilement, Philippe IV le Bel. Et puis il y a une troisième souveraineté, c'est un trépied le souverainisme, il faut aussi penser en dialectique, c'est la souveraineté culturelle. C'est le droit de prolonger les éléments essentiels, je ne dis pas par hasard, c'est l'essence, c'est-à-dire ce qui perdure au fil des siècles de notre civilisation. Ce qu'on appelle maintenant l'identité. Ce mot dérange beaucoup de monde, pas moi. Ça ne me fait pas peur de dire qu'on a le devoir de défendre une identité nationale qui vous préexiste et qu'il faut, il faut le dire. L'héritage. Je vais sûrement me répéter, mais il faut le redire. Mais les personnalités dites souverainistes que l'on voit dans les grands médias ne parlent pas d'identité, parlent peu d'immigration et ne sont pas conservatrices. Vous êtes aujourd'hui à contre-courant de ces gens. François Asselineau, puisque vous m'en parliez tout à l'heure, a inscrit pas beaucoup, dans son programme la préférence chrétienne quand même. Ah bon ? Oui. Il veut même modifier l'article 3 de la Constitution. Il disait que pour introduire la. Plus proche. Il disait que vous êtes plus proche de, je sais pas moi, d'un Malien ou d'un Sénégalais D'un Marocain. que d'un Lituanien.
S'il parle Au plan français. génétique, c'est possible, oui. Ah, peut-être. S'il parle C'est pas français, forcément après sur le plan tout, culturel. s'il parle français, après tout, Bon. un lituanien est loin de parler français. Il y a un élément, alors ça aussi, on peut en parler très longtemps, il y a un élément quand même essentiel, surtout en France, de la civilisation, qui est la langue. Parce que la France a été en grande partie, j'y ai consacré un livre, être et parler français. La langue a été la grande matrice de la constitution de la nation française. Et donc la langue est absolument essentielle, et je nierais qu'il y ait une civilisation européenne, tout simplement parce qu'il y a une diversité des langues. C'est vrai, vous avez J'ai raison. prouvé ça au Parlement européen. On ne se comprend pas, même avec les accents, etc., les accentuations, personne ne se comprend pas parce que c'est la tour de Babel. Et comme la tour de Babel, ça va s'effondrer principalement pour une question de langue, à mon avis. Oui. Bah, dans Donc- tous les cas, on va en parler tous ensemble. Je ne pense pas, pour conclure, qu'il y ait une Allez-y, civilisation européenne, mais il y a une civilisation française, et c'est le troisième pied de ce triptyque que je crois qui instruit le souverainisme. Merci beaucoup, cher Paul Maricoto. En tout cas, c'était passionnant. Et Merci. vraiment, je suis vraiment très content de vous avoir aujourd'hui. Je vais Et, finir par de nouveau écrire des livres. bah si oui, vous je m'encouragez. pense qu'il faut écrire. Je pense que vous êtes trop absent. Et je pense que ce pays a besoin de personnalités telles que vous. Mais vraiment, hein. Je suis souvent découragé, je dois dire. Bah, ne le soyez pas, hein, parce que ne le soyez pas, sinon. Non, je suis parti vivre à la campagne pour plus entendre parler Vous de avez peut-être rien. bien fait. Mais je suis revenu. Vous avez bien. En tout cas, merci à vous, cher Paul Maricoto. Et on va passer au grand débat avec nos trois amis qui trépignent. Mais avant ça, les petites annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.